Après avoir étudié le chapitre 1 de l'œuvre de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, on va donc maintenant attaquer le chapitre 2 de ce livre important de l'histoire de la philosophie. Alors dans ce chapitre 2, il va évidemment continuer à développer les thématiques qu'on a déjà travaillées et croisées lors du chapitre 1, lors de l'étude du chapitre 1, mais il va ici déployer une réflexion célèbre, devenue célèbre et importante au sujet de l'unicité de l'œuvre d'art, du concept d'authenticité et du rapport qu'on peut entretenir à l'époque contemporaine, à l'époque moderne, avec la tradition. À la reproduction même la plus perfectionnée d'une œuvre, un facteur fait toujours défaut, son hic et nunc, son existence unique au lieu où elle se trouve. Sur cette existence unique, exclusivement, s'exerçait son histoire. Nous entendons par là autant les altérations qu'elle peut subir dans sa structure physique, que les conditions toujours changeantes de propriété par lesquelles elle a pu passer. La trace des premières ne saurait être révélée que par analyse chimique, qu'il est impossible d'opérer sur la reproduction. Les secondes sont l'objet d'une tradition dont la reconstitution doit prendre son point de départ au lieu même où se trouve l'original. Walter Benjamin commence donc cette deuxième partie par un constat initial qui est très important. Dans le cas d'une reproduction d'œuvres d'art, et même si celle-ci est la plus perfectionnée possible, il manquera toujours quelque chose à la reproduction. Cette idée-là est finalement assez classique, et elle relève même d'une sorte de truisme. On a le sentiment que c'est une évidence. Évidemment qu'une reproduction ne pourra jamais absolument recopier le modèle. D'accord. Mais on va voir que l'examen de cette question de la reproduction et de pourquoi la reproduction laisserait toujours quelque chose derrière elle, on va voir que cet examen-là va révéler finalement des notions et des aspects de l'œuvre d'art qui sont extrêmement importants pour comprendre aussi ce qui se passe à l'époque de Walter Benjamin, c'est-à-dire dans ce moment étrange où les moyens de reproduction, en se mécanisant, deviennent quasi parfaits d'un point de vue matériel. Donc il faut imaginer donc une reproduction qui serait tellement parfaite qu'il n'y aurait matériellement, visiblement, aucune différence entre l'original et la copie. Vous reproduisez un tableau, vous reproduisez un morceau de musique, de telle sorte que un auditeur, un spectateur, ayant face à face le modèle et la copie, ne serait pas capable de distinguer les deux. Bon, dans ce cas-là, la copie n'aura jamais l'hic et nunc du modèle, c'est-à-dire son ici et maintenant. Hic et nunc, c'est une locution latine qui signifie ici et maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que la reproduction d'une œuvre d'art ne peut pas reproduire, et ça c'est par principe, l'unicité de l'œuvre d'art originale. Le fait qu'elle existe quelque part, ici et maintenant, et pas ailleurs. Bon, là, ça nous renvoie finalement du côté du principe même de l'identité. Quelque chose ne peut pas être exactement quelque chose d'autre. Pour la simple et bonne raison que ce quelque chose, je ne sais pas, prenons un tableau, même s'il est parfaitement recopié, exactement recopié, ne pourra pas être exactement au même endroit que l'original, puisque cet original prend déjà la place, et ne pourra pas être exactement au même temps, puisqu'elle sera postérieure, cette recopie. Donc on a bien ici quelque chose qui semble garantir l'unicité et l'originalité du modèle, qui est cet ici et maintenant, qui ne peut pas être recopié. Je peux reproduire absolument parfaitement, par exemple, un tableau de Rembrandt, un de ses autoportraits, jusqu'à ce que même les plus grands spécialistes de l'histoire de l'art soient incapables de distinguer le tableau original de ma copie. Cela n'empêchera pas que ma copie ne pourra pas imiter ce qui est essentiellement unique dans l'original, c'est-à-dire le fait qu'elle existe justement quelque part, qui est son lieu propre, et qu'elle a été fait en un certain temps, qui est son temps propre. Bon,
Là encore, ça semble relever d'une évidence, d'accord, on n'apprend pas grand-chose. Mais en fait, derrière cette évidence se cachent des choses qui sont plus complexes que ce que l'on peut penser. D'abord, il y a cette notion d'existence unique. Qu'est-ce que ça veut dire, existence unique? À quoi ça renvoie? Pour Benjamin, il s'agit, il l'écrit, de ce sur quoi s'exerce son histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que cette existence unique, c'est ce sur quoi s'exerce son histoire, l'histoire de l'œuvre d'art? Alors deux choses. D'une part, dit-il, les altérations de la structure physique de l'original, et d'autre part, les conditions de propriété par lesquelles elle a pu passer. Par exemple, le changement de teinte d'un pigment au cours du temps, si on prend les altérations de la structure physique. Bon, ça, là encore, ça peut s'expliquer relativement simplement. L'altération de la structure physique ne peut être reproduite puisqu'elles sont inscrites, ces altérations, à l'intérieur même de la matière qui constitue l'objet initial, l'objet original. Si je fais des analyses chimiques précises d'un tableau, je peux voir qu'elle a une structure chimique, une structure même atomique, imaginons qu'on aille même jusqu'au niveau de l'atome, qui lui est spécifique. Et même si je recopie parfaitement ce tableau au point qu'un grand spécialiste de l'histoire de l'art ne soit pas capable de percevoir la différence, de constater la différence, au moins au niveau de la matière, au niveau de l'être profond de l'objet, eh bien il y aura une différence. On ne pourrait pas imaginer une reproduction qui reproduirait emplacement par emplacement la localisation de chaque atome dans l'objet initial. Donc, une étude de la structure physique permettrait de révéler l'original par rapport à la copie. Les conditions de propriété et ces changements ne peuvent pas non plus être reproduites puisqu'elles s'inscrivent dans une tradition qui ne pourrait être comprise qu'en se rendant au lieu même de l'original. Ainsi, même si je reproduis parfaitement une fresque italienne, je ne peux comprendre son histoire que si je me rends à l'endroit où elle se situe pour y trouver les indices de cette histoire. Là, il faut préciser, peut-être un exemple pourra aider. Quand je lis ça, je pense toujours à l'Annonciation de Fra Angelico située à San Marco, dans le couvent San Marco. Alors, si ma mémoire est bonne, mais peut-être qu'elle ne l'est pas, mais peu importe, puisque ça ne change pas la nature de mon exemple, l'Annonciation de Fra Angelico à San Marco se situe dans une loge, dans une des loges du monastère. En tout cas, bon, elle se trouve dans le monastère. Cette annonciation est très célèbre dans le cadre de l'histoire de l'art, et il y a de nombreuses reproductions de cette annonciation sur différents médiums. Mais cette annonciation, cette image, ne fonctionne comme telle, et n'a de sens en quelque sorte comme telle, que contenue à l'intérieur du couvent, et que contenue à l'intérieur de la localisation où elle se trouve. C'est-à-dire, en gros, cette annonciation et le rapport que l'on va avoir avec elle et la valeur qu'on va lui accorder dépend précisément du contexte dans lequel elle se trouve. Et donc, si on veut comprendre ce qui s'est passé autour de cette annonciation, si on veut rendre compte de ce qui se passe avec elle, on ne peut pas le faire ailleurs qu'à San Marco. Pourquoi ? Parce que le rapport aux images, le rapport cultuel aux images, tel qu'il se développe dans ce couvent, ne peut exister que dans ce couvent. Si vous reproduisez l'image et que par exemple vous mettez cette reproduction dans un musée, évidemment que le rapport n'est pas le même. C'est sédimenté sur cette image toute une tradition, toute une histoire, qui se trouve exactement au lieu où elle est. Et ce lieu-là ne peut pas être reproduit, puisque même si vous reproduisiez le couvent en lui-même, eh bien, ça ne serait toujours pas le couvent San Marco. Ici, on touche du doigt l'un des problèmes, l'une des difficultés qu'il va falloir clarifier lorsqu'on va continuer la lecture du chapitre 2, qui est cette notion d'authenticité et de tradition qui sont en tension et en relation l'une avec l'autre, et qui permettent finalement de comprendre ce que l'on appelle l'œuvre d'art, et surtout ce que l'on dit lorsque l'on dit que cette œuvre d'art est unique. Donc, dans la prochaine vidéo, on essaiera de creuser un peu plus ce chapitre 2 pour comprendre la nature du concept d'authenticité et permettre donc de comprendre plus profondément la nature exacte de l'argument qui est ici développé par Walter Benjamin.